Bienvenue à tous dans l'émission Évasion littéraire. Nous sommes à la porte de Versailles pour la 32e édition du Salon du Livre. La littérature japonaise à l'honneur, pays invité Moscou, le livre de la cité, du film au livre et la littérature manga. Rencontre avec l'oralité et l'expression de chaque auteur. Nous sommes ici présents au pavillon japonais, puisque c'est la littérature japonaise qui est à l'honneur pour ce 32e édition du Salon du Livre à la porte de Versailles. Rencontre avec les auteurs japonais. Donc bon, je suis très contente de savoir que bon, le Japon est le pays, enfin l'invité d'honneur. C'est disons une occasion pour partager la culture et donc bon, et découvrir aussi d'autres auteurs, parce que bon, quand on reste disons quand on va à nos libraires préférés, on n'a que, disons, un certain registre, on regarde qu'un certain registre, et là, bon, comme il y a un peu de tout, on découvre, voilà, donc bon, je suis impressionnée et en même temps émue et contente, voilà. Madame Kimie Ozawa, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire un peu vos fonctions? Oui, c'est-à-dire ça fait... mon mari, il est français, hein, et à partir des années 74, on a commencé à publier un tout petit journal à cette époque payant, et moi-même j'ai tapé la machine avec le plan, 3000 plans autres, et pendant 5 ans on a publié ça 5 francs à cette époque. Après, plus qu'on publie, on perd d'argent, donc 79, on a pris la décision de publier le gratuit, qui s'appelle OVNI, et ça fait 33 ans qu'on publie, et c'est diffusé également au Japon et de villes européennes, Bruxelles, Genève, autres en France également. Ça fait 33 ans. Au bout de, il y a 2 ans, avec les collègues français, et on a pris la décision de en même temps, en publiant un journal japonais que toute la communauté lise depuis plus de 30 ans, voilà, on a pris la décision de publier un magazine gratuit sur le Japon, 100% Japon, Zoom Japon. Alors, donc, ce numéro de mars, numéro spécial sur Salon de Livre. Et en même temps, je veux signaler, dans ce volume, il y a supplément qu'on a mis dans l'enveloppe. Ce supplément, ça s'appelle des missions. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a la journaliste aussi de la ville près de nord de Sendai, où il y avait des tsunamis. Après le séisme, les tsunamis, demi-heure après, il y avait les tsunamis. Et le tout petit journal local qui publiait 10 000 exemplaires. Alors là, avec le tsunami, toute le lotative était tout inondé. Et ils ont pris... ils ont posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que presse? Alors... jusqu'au rez-de-chaussée était tout le plan, plein d'eau, et ils ont pris la décision de écrire à la main sur le papier de lotative, un coupon de lotative, et premier jour et jusqu'à 7e jour, ils ont pris le matin et le soir, écrit avec le feutre 7-10 exemplaires, le même texte pour afficher Refuge, où il y a des milliers de gens à école, tous les endroits où il y avait des réfugiés. Alors là, donc...
couper, Madame Ozawa. Sur le salon du livre, hein, puisque c'est la littérature japonaise qui est l'honneur à l'honneur, il y a 20 auteurs invités. Comment évolue justement l'écriture, la littérature, et bien toute la presse japonaise aujourd'hui, après cette catastrophe qu'on connaît très bien, Fukushima? Oui. Certainement, moi déjà, il y a des livres un peu documentaires publiés juste après le séisme de tsunami. Hein. Donc, je crois qu'il doit y avoir de romans, un peu documentaires autres qui vont bien marcher. Hein. Et déjà de livres de témoignages. Et donc cette équipe de petits journaux local ont publié aussi un livre rassemblant tous les témoignages et des renseignements pour montrer ce qui s'est passé. Et là, cette équipe est tellement maintenant assez connue, parce qu'au début de mars, il y avait même téléfilms qui étaient montés, joués par l'acteur. Hein, et c'est le boom. Et justement, les six papiers écrits à la main, c'est exposé en ce moment au musée Guimet, et avec les photos. Et ça va se garder, oui, mais déjà ils étaient exposés à Washington et c'était le premier essai dans la crise des journalistes. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Même la télévision ne marchait pas, l'électricité, elle est tout coupée. Hein, voilà, donc celui-là on a publié comme supplément de Zoom Japon qui est distribué ici. Alors pour terminer cette rencontre, Madame Ozawa, vous savez, l'un des plus grands maîtres littéraires contemporains japonais, Monsieur Kenzaburo Oe, que nous connaissons très bien. Alors, quelle est sa force dans l'écriture? Depuis qu'il a reçu, mais ça fait longtemps, de prix Nobel littérature, et là, je crois qu'il est assez engagé dans ce mouvement anti-sortir de nucléaire. Il est à chaque fois, la grande manifestation, il est à la tête. Et donc, j'ai l'impression qu'il est là, il est en train de faire la conférence. Et au lieu de parler de c'est pas beaucoup de romans qui ont publié depuis la fin de la guerre. Hein. Et là, pour lui, actuellement, de parler de ce problème de siècle. Et là, j'ai l'impression il ressemble un peu à Sartre des années pendant la guerre algérienne. Hein. Et là, il peut parler en tant que vraiment représentant écrivain japonais contre cette crise. Vous nous rappelez son nom et son dernier livre? Son dernier livre. Dites-nous son nom. Dites-nous son nom. Il y en a tellement. Voyez. Celui qu'on vient de parler de Monsieur Kenzaburo. Kenzaburo Oe. C'est difficile de tenir le titre en français, vous voyez, tous les titres. Voilà. Mannen Football, il y en a beaucoup, hein, c'est ça. Quand j'étais jeune, ouais, j'ai lu pas mal. Ouais. Et vous, quels sont vos auteurs aujourd'hui qui vous tiennent à cœur? Le livre que vous avez actuellement à votre chevet? Qu'est-ce que vous lisez? Le français, le japonais. Oui. Les Japonais, quand ça fait bientôt 40 ans que je suis à Paris, vous voyez. Dans ce cas-là, quand on est à l'étranger, au lieu de suivre le best-seller très neuf, autre, plutôt des résidents japonais qui vivent à l'étranger 20 ans, 30 ans, plutôt ils s'orientent vraiment à la classique redit de Genji, de religion, tout ça. Ça, on a le privilège, parce que si on reste à Tokyo, au Japon, il y a tellement de mouvements trop rapides, vous voyez. C'est plutôt, on a la chance de reprofondir encore là. Oui. Merci Madame Kemie Ozawa, merci beaucoup. Merci. Je découvre un auteur, Perrine Leblanc, donc Colia, c'est un roman Gallimard. C'est pas une histoire vécue, mais j'ai eu l'idée du roman au cours d'un voyage en Roumanie. Je suis tombée par hasard sur un pickpocket prestidigitateur et j'ai eu l'idée de créer ce personnage de Colia, né au Goulag en 1937 et qui devient clown dans un cirque à Moscou. Alors il est clown blanc, donc il ne parle pas sur scène et il est aussi prestidigitateur
des formations professionnelles, pickpocket dans la rue. Alors, il se retrouve emprisonné pour une deuxième fois dans sa vie. Donc, ça se passe en URSS et en Russie contemporaine. Il est libéré des camps à la mort de Staline, mais il n'est pas libéré de l'URSS, du joug soviétique. C'est mon premier roman qui est paru au Québec en 2010 sous le titre L'Homme blanc. Il a eu 2 prix au Québec, donc ça s'est très bien passé. Je dirais que c'est peut-être 1 an et demi, 2 ans d'écriture, mais sur 5 ans, parce que j'ai travaillé aussi, j'ai vécu. Je me suis documentée, mais ce n'est pas un roman historique. La matière historique vient servir le récit. On n'est pas dans le documentaire, c'est un récit imaginaire, évidemment, mais je me suis servi de photographies d'époque. J'ai lu des récits de vie au Goulag, mais ce n'est pas un témoignage, c'est vraiment un roman, c'est une fiction. Et je ne m'inspire évidemment pas de ma vie puisque je ne suis pas née au Goulag. Alors, en fait, c'est l'histoire de la découverte du Liban par un jeune tout petit adolescent, un petit Julien de 9 ans et demi. Et bon, c'est une découverte spécifique du pays de son papa parce qu'il habite à Paris et comme il est très fort en maths, on le récompense d'un voyage au Liban tout seul. Donc il voyage tout seul au Liban et il découvre la culture d'un de ses parents. Et c'est un peu l'histoire du choc des cultures, cette histoire, parce que quand un enfant est envoyé dans un pays qu'il ne connaît pas, il peut y avoir des réactions de rejet au départ. Donc c'est le cas de Julien. Au départ, il a du mal à s'adapter aux coutumes très spécifiques du village, parce qu'en plus on l'envoie dans un village. Donc parisien, village, Liban, c'est différent, c'est difficile de s'adapter. Alors c'est ma première bande dessinée et je vous avoue que c'était mon projet de diplôme dans l'université où j'ai fait mes études au Liban, donc l'Académie libanaise des beaux-arts. Et c'est mon projet de master en bande dessinée spécifiquement. Donc j'ai eu la chance de me faire éditer par les éditions de l'université. Mais c'est un projet que j'ai fait en étant étudiante. Et bon, j'ai imaginé ça, je pense qu'il y a beaucoup de mon expérience personnelle. Après, je ne me raconte pas parce que ce qui m'intéresse, c'est de créer des fictions dans lesquelles on peut tous un peu se reconnaître quelque part. Et c'est très bon enfant. D'ailleurs, j'ai beaucoup été bercée par la comtesse de Ségur quand j'étais petite. Et c'est très bon enfant et ça s'adresse à la famille parce qu'il y a les valeurs de la famille qui transparaissent dedans. L'entraide, ne jamais laisser quelqu'un seul dans son coin. La tante qui est bienveillante, qui s'occupe du petit cousin qui débarque tout seul. Il y a eu un réel travail de bilinguisme dans cet album parce qu'il y a des dialogues qui sont en dialecte libanais et plus spécifiquement, plus précisément en arabe dialectal. Donc l'arabe dialectal, les lettres, ce sont les lettres latines. Et j'ai fait en sorte que quand on ne comprend pas l'arabe dialectal, en caractère latin donc, ce ne soit pas essentiel à la poursuite et à la bonne compréhension de l'histoire. Mais alors ces commentaires servent à restituer le folklore et la véracité de la culture libanaise. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a une réplique qu'on dit souvent, c'est « To eborne ». Donc « To eborne », ça veut dire « enterre-moi ». Donc j'écris « To eborne », mais en même temps, dans le dialogue, je fais passer l'idée de ce que ça veut dire. Ce qui fait que même si on ne comprend pas l'arabe, on va comprendre. C'est très visuel parce que j'ai voulu restituer un peu ce choc des cultures en passant d'un langage, si vous voulez, d'une gamme de couleurs qui est unique dans les premières pages. Donc au début, l'histoire commence dans la chambre à Paris. Les couleurs sont fortes, vives, rouges. Après, on passe au Liban, donc il y a la transition par la nuit. Vous avez ce bleu nuit parce que l'enfant arrive à l'aéroport pendant la nuit. Et après, bon, c'est les couleurs du Liban, c'est le soleil, le jaune, le bleu azuré du ciel, le vert des arbres qui est toujours très impressionnant au Liban par tous les temps, que ce soit en hiver, au printemps ou en été. Donc c'est un peu un hommage à la nature, cette bande dessinée, parce que l'arbre que vous retrouvez en couverture et
L'arbre que vous retrouvez en couverture et à la fin de l'histoire, c'est un arbre en fait que dans l'histoire on veut déraciner pour construire la nouvelle mairie du village. Et à la fin, on parvient à sauver l'arbre en faisant quelque chose de très français, la pétition. Et oui, la nature très présente, la campagne, hommage à la nature, hommage aux arbres bicentenaires, parce qu'il y a beaucoup d'arbres bicentenaires dans les villages, enfin de vieux arbres. Alors, je suis un poète, donc un homme qui est sensible aux mots. Mes livres s'appellent Vétiver, Savane, Caïque, Gaillac. Enfin, ils sont tous autour de moi. Lettres à l'indigène. Je suis né en Haïti. Voilà, je suis donc antillais et j'ai été élevé au Québec puisque enfant, j'ai accompagné mes parents qui étaient des exilés politiques. Donc, l'enfance est restée profondément marquée par l'univers antillais. Et donc tous ces mots sont des mots d'origine taïno. C'est-à-dire ce sont des mots français qui sont d'origine amérindienne. Les premiers habitants d'Haïti étaient les taïnos. Et ces mots sont entrés dans le lexique français. Alors, caïque, vous me demandiez qu'est-ce que c'est? Eh bien caïque, c'est une embarcation. C'est aussi le nom d'une île, Cayuco. Et le Cayuco, j'ai trouvé une espèce de parenté avec le mot kayak, qui signifie aussi embarcation. Alors il se trouve qu'en Méditerranée, il existe les caïques dont a parlé Théophile Gautier dans son voyage sur le Bosphore. Et le caïque, c'est une embarcation, un bateau palindrome, c'est-à-dire qui va dans les deux sens. C'est rare pour un bateau de pouvoir marcher dans les deux sens et qui sillonnait la mer Égée. Et c'est le bateau d'Homère. Le vaisseau noir d'Homère est un caïque. De cette idée de la pérégrination à partir du lieu, là où se trouve la chose, à partir du lieu, le poète voyage. Le poète est un pérégrin. Le poète est un migrant. Le poète est un messager. Toutes sortes de choses qui m'ont l'air relativement ordinaires, si vous le voulez, sur le plan des idées, mais sur le plan de la réalité subjective de qui je suis vraiment, eh bien, je suis un homme du voyage, vraiment, puisque j'ai été élevé au Québec dans la froidure, pas dans la froideur, parce que les Québécois sont des gens très chaleureux. J'ai été élevé aussi en France, puisque j'y ai fait mes études à Strasbourg pendant de nombreuses années, et donc je suis un homme de trois cœurs. Un homme de là. Voilà, un homme de tous celles-là. Voilà. Et nous sommes de tous les lieux où nous vivons et où nous avons vécu. Alors si bien que tout cet univers assez complexe est désormais assez ordinaire, puisque c'est le sort de beaucoup et de milliers d'hommes d'être nés là et de ne pas vivre là. Cette écriture, en fait, ces dessins correspondent à des peignes africains qui sont sculptés que mettent les femmes dans leur chevelure. Ce sont des ornements cosmétiques. Et j'ai une amie qui est peintre, qui les a transmis, qui les a repeints, qui les a utilisés dans une exposition. Je les ai trouvés suffisamment émouvants et très beaux. Et je lui ai demandé si je pouvais utiliser ces images, voilà, dans le livre. C'est d'abord un chant, la poésie. Et donc, l'idée du chant fait que le mot s'inscrit dans une trame poétique, et si bien qu'il est inutile d'y ajouter virgule et signe de ponctuation, parce que le lecteur, comme je le disais tout à l'heure, est capable de retenir son souffle, car la force poétique, en réalité, vient du silence. Alors, les poèmes de septembre, ce sont les poèmes qui sont liés, en fait, dans cette édition-là, aux événements du 11 septembre 2001 à New York. Donc j'ai ajouté quelques poèmes à la demande de mon éditeur dans cette édition de Savane pour vous parler du danger, vous parliez de la souffrance, pour dire justement que le poète n'est pas un homme du passé seulement, n'est pas un homme de la nostalgie, il est un homme de son temps, et j'ai témoigné de la douleur qui s'est abattue sur New York le 11 septembre 2001.
Les lettres à l'indigène, c'est un homme qui se trouve dans un salon du livre, un marché de la poésie, dans le 5e arrondissement, place Saint-Sulpice. Ah ben, on est à Paris. Nous sommes à Paris. Qu'est-ce qu'on voyage dans votre... Voilà. dans votre poésie, Et un jour, dans ce marché de la poésie, il lève la tête, il voit venir vers lui la femme qui occupe et qui est présente, un personnage présent dans la plupart de ses livres. C'est l'Asiate, c'est la muse, c'est l'indigène. Et il la reconnaît tout de suite sans jamais l'avoir vue. Et à partir de là, ils échangent des lettres et il va écrire une série de lettres. C'est un roman épistolaire, donc il va s'appeler Lettres à l'indigène. Les lettres correspondent, à mon avis, à ce qu'il y a de plus littéraire, parce qu'elles s'adressent à quelqu'un. Et dans cette adresse à quelqu'un, la lettre permet, au fur et à mesure qu'on l'écrit, à une mutation de soi-même, puisque c'est une demande, c'est une espèce d'aliénation à l'autre. On est en attente. On est en attente. Chaque Et humain vit aussi. voilà, chaque humain envoie une lettre à quelqu'un. Et à la fin de ces lettres, il y a des chutes, comme vous pouvez voir. Et les chutes sont travaillées dans ce sens-là, puisque devenir amoureux, c'est tomber en amour. Et j'aime bien l'idée de tomber en amour, l'idée de la chute, puisqu'on ne contrôle plus rien quand on est amoureux. Je suis né dans une ville côtière, en face de moi il y avait la mer, les îles, et désormais c'est la forêt laurentienne, les immenses fleuves, les champs de neige. Et donc le déracinement, au lieu d'être une perte, un exil, une nostalgie, est devenu, dans Théorie Caraïbe, une poétique, c'est-à-dire un imaginaire, une construction, un gain. Et c'est dans ce sens que je me suis éloigné des idéologies exiliques, comme l'idéologie de la créolité par exemple, qui est une idéologie de l'exil, c'est-à-dire perdue sur des poussières d'îles et revendiquant l'ancrage dans ces îles. Je dis non, des milliers d'hommes aujourd'hui, peut-être des millions, vivent là où ils ne sont pas nés. Je suis en rupture avec tout enfermement idéologique, avec toute pensée qui voudrait me faire m'enregimenter, me faire penser comme ceci ou comme cela. Je crois que chaque homme désormais aujourd'hui détermine son chemin, un chemin de traverse, un chemin qui ne remplit pas toujours, si vous voulez, les attentes des uns et des autres, mais un chemin qui est un chemin qui est engagé dans une force morale. La force morale du poète, c'est d'être capable de justice. Justice envers lui-même et justice envers les siens, même quand c'est difficile. Je crois que ce sont les hommes et les femmes qui me font le don de leur souffrance, qui m'apportent le plus. Je crois également que mon écriture n'aurait pas été celle d'aujourd'hui sans effectivement l'apport de la psychanalyse. Il y a une résistance à la créativité. Nous avons tendance à garder nos névroses comme un fonds de commerce en croyant que si on y touche, on va perdre cette créativité. Ce fut chez moi l'inverse. J'ai écrit la plupart de mes livres après une longue analyse personnelle. Et donc l'analyse pour moi était véritablement la porte du paradis de la créativité. L'émission Évasion littéraire, 32e édition du Salon du Livre. Alors lisez, achetez et au revoir à l'année prochaine. 今回このエクスポジションに参加してくれた作家の皆さんに心からおめでとうと申し上げます。ではさようなら。さよなら。